Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais apporter une réponse à un article qui a été publié dans le magazine Science et Vie en octobre 2014, qui s'intitule Face aux agressions humaines, l'incroyable force de la nature. C'est un article qui justifie l'idée que face aux agressions humaines à l'encontre des écosystèmes, non seulement ces écosystèmes sont capables de résister, mais en plus, ils se diversifient, ils s'améliorent, en un mot, ils se réinventent. C'est les mots de Science et Vie. Donc évidemment, moi, vous l'aurez deviné, un problème avec ce message qu'ils essayent de faire passer, ainsi que les arguments qu'ils utilisent pour le justifier. Et comme je suis abonné à Science et Vie, je ne pouvais pas laisser ce crime impuni. Donc, Science et Vie, je précise au passage, c'est un magazine, c'est pas une revue scientifique à comité de lecture. Les gens qui écrivent ces articles sont des journalistes et ils utilisent des procédés journalistiques assez douteux, comme des articles accrocheurs, des titres accrocheurs, qui correspondent pas toujours aux faits et qui sont parfois maladroitement justifiés à longueur d'article. Je me souviens par exemple c'est caricatural, mais un article publié dans Science et Vie qui parlait de neurobiologie végétale, par exemple. Et il y en a plein d'autres. Donc je vais m'attaquer directement au vif du sujet. Le point de départ en fait de cet article de Science et Vie, c'est un article qui a été publié dans Science, que vous voyez à l'écran, dans lequel il y a eu un échantillonnage à l'échelle globale de la biodiversité et sur des séries temporelles assez longues. Alors, on voit la carte de ces échantillonnages. Première critique qu'on peut adresser à cette carte, c'est que la majorité des échantillonnages sont des échantillonnages d'écosystèmes marins ou côtiers. Il y a des vastes zones d'écosystèmes terrestres qui ont été omises par ces échantillonnages, notamment des forêts tropicales, certainement des zones humides, certainement des zones sahéliennes, des zones méditerranéennes, plein de zones qui ont des problématiques d'un point de vue de la biodiversité. Mais, encore une fois, c'est pas l'article de Science que je veux critiquer, c'est celui de Science et Vie. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Sur chacun de ces points, ils ont en fait mesuré le changement de la diversité alpha et bêta de Whitaker. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec la diversité alpha et bêta de Whitaker, c'est très simple en fait. La diversité alpha de Whitaker, c'est la diversité d'espèces au sein d'une communauté, donc au sein d'un écosystème donné, alors que la diversité bêta de Whitaker, c'est la diversité entre différentes communautés, donc des communautés qui appartiennent à des écosystèmes différents. Alors, petite subtilité, dans ce cas-là, ils ont utilisé la diversité bêta de Whitaker d'un point de vue temporel, c'est-à-dire qu'en fait, ils mesurent le changement d'une communauté, d'un même écosystème au cours du temps, en fait. Alors, les principaux résultats, on le voit pour la diversité alpha, on voit que celle-ci est stable, à l'échelle locale sur l'ensemble du globe en moyenne, alors que la diversité bêta, donc pour la diversité bêta, ils ont utilisé un indice de Jacquard. Donc l'indice de Jacquard, c'est très simple. Quand l'indice de Jacquard baisse, ça veut dire qu'il y a une différence entre les communautés, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la diversité bêta, c'est-à-dire tout simplement que les communautés ont changé, dans ce cas-là. Donc on voit que l'indice de Jacquard baisse, donc que les communautés ont tendance à changer sur l'ensemble du globe. Donc je résume, pour bien que vous compreniez. La diversité alpha, non, tout simplement le nombre d'espèces à l'échelle locale sur l'ensemble du globe en moyenne reste stable, alors que les communautés changent sur l'ensemble du globe. Alors bien évidemment, cet article de Science, il peut être critiquable, il n'y a pas de souci, on peut critiquer la méthodologie, on peut critiquer l'échantillonnage, on peut critiquer les statistiques, on peut prendre un autre jeu de données et avoir des résultats contraires, les publier. En un mot, c'est la science. Maintenant, vous savez, quand vous êtes avec des amis et que vous parlez de sujets un petit peu polémiques, comme c'est souvent le cas entre amis, et que vous êtes face à des adversaires qui sont un petit peu businessmen, qui maîtrisent leur sujet sur le bout des doigts, vous pouvez être tenté d'avoir recours à des articles scientifiques pour vous appuyer. Et parfois, c'est fait en faisant dire aux articles plus que ce qu'ils disent réellement, en étendant un petit peu le message de l'article
au-delà de ce qui est vraiment apporté par les résultats. Alors pour moi, c'est vraiment ce qui est fait par Science et Vie, hein, puisque à aucun moment les auteurs de l'article de Science ne se réjouissent de ce changement des écosystèmes à l'échelle globale. Hein. Non, à aucun moment ils s'en réjouissent. Ils disent même que le statu quo n'est pas acceptable à ce sujet, alors que Science et Vie, eux, se réjouissent et voient ça comme une sorte de sursaut de vitalité des écosystèmes face aux agressions humaines, et même une réinvention des écosystèmes par eux-mêmes et grâce à l'homme. Alors pourquoi Science et Vie se réjouit en fait de cette réinvention des écosystèmes, alors que des gens comme moi, et j'espère ne pas être le seul, voient ça comme quelque chose de catastrophique, ce résultat d'une modification globale de la biodiversité est catastrophique si il est vrai, et dans bien des cas il l'est malheureusement. Pourquoi? Pour moi il est catastrophique, tout simplement parce que quel est le phénomène qui est à l'œuvre ici? Pourquoi on a une stabilité de la diversité alors qu'on a une modification des communautés? Et bien tout simplement parce que au sein des écosystèmes natifs, on a un remplacement des espèces natives par des espèces qui sont exogènes, c'est-à-dire qui viennent d'ailleurs, et qui sont souvent invasives, et qui étaient maintenues à l'écart des écosystèmes natifs, tout simplement par des barrières biogéographiques, parce qu'elles proviennent d'autres endroits de la planète. Et elles remplacent ou prennent la place d'espèces natives qui ont disparu, et en faisant ça, elles modifient l'écosystème natif pour donner naissance à des écosystèmes hybrides qui comportent à la fois des espèces natives, c'est vrai, mais un certain pourcentage d'espèces invasives et exogènes qui modifient son fonctionnement et qui modifient de manière irréversible l'écosystème natif. Tout simplement le faisant disparaître en tant qu'écosystème natif pur et simple. Alors pourquoi moi je m'inquiète fortement de cette disparition des écosystèmes natifs de par le remplacement irréversible de leur communauté, alors qu'en croire Science et Vie, la majorité des chercheurs aujourd'hui seraient arrivés au consensus qu'en fait c'est quelque chose de formidable? Eh bien parce que ces écosystèmes natifs, ils ont un double intérêt très fort, qui est un intérêt scientifique et un intérêt patrimonial. Alors je m'explique. D'un point de vue scientifique, alors moi je dis pas si vraiment c'est votre kiff absolu d'étudier l'effet du ragondin sur la végétation aquatique en Europe, ou bien alors d'étudier des écosystèmes un petit peu particuliers et nouveaux comme des étendues à perte de vue de renouée du Japon, des Budlé d'Avidi, tous ces écosystèmes un petit peu nouveaux et complètement monospécifiques. Je pense que ne vous gênez pas, allez-y, étudiez-les. Mais il y a d'autres personnes en fait qui préfèrent étudier des écosystèmes méditerranéens natifs, étudier des communautés méditerranéennes natives, ou bien des forêts primaires en Europe, ou des écosystèmes un petit peu comme ça, des zones humides natives, primaires. Et bien toutes ces personnes-là, elles auront toutes les peines du monde à trouver des écosystèmes natifs. Elles vont errer dans des maquis recouverts d'agaves, des forêts d'acacias, d'eucalyptus, etc., qui correspondent pas du tout à une végétation d'origine. Alors ensuite, d'un point de vue patrimonial, il faut savoir qu'un écosystème, c'est une réponse de la biosphère à un environnement donné. C'est un ensemble d'espèces qui ont toutes coévolué sur des temps assez longs, plus ou moins longs, mais qui ont toutes coévolué pour adopter une réponse particulière à un environnement donné. Par exemple, pour donner un exemple un peu caricatural, vous savez que les ursidés sont pas allés en Afrique tropicale. Ils sont juste une espèce qui est en Afrique du Nord. C'était l'ours brun qui a disparu depuis. Alors c'est comme si vous alliez dans les montagnes d'Afrique centrale et à la place de trouver les gorilles des montagnes en train de manger les bambous, etc., et ben à leur place vous trouviez des pandas, plein de pandas comme ça. Et on vous explique, non, l'écosystème il fonctionne très bien, les pandas ils sont en train de manger les bambous, l'écosystème il est intact. La présence des pandas en Chine et des gorilles des montagnes dans les montagnes d'Afrique centrale, ça traduit une histoire biogéographique propre. Et cette histoire, elle a un sens. Elle a un sens d'un point de vue scientifique et d'un point de vue patrimonial. Parce que le patrimoine, c'est pas seulement
Évidemment, le panda il a une valeur patrimoniale en Chine. Évidemment, ça fait partie de l'imaginaire populaire chinois. Mais ça a aussi une valeur patrimoniale d'un point de vue scientifique. Et ça, il faut bien le comprendre. Alors évidemment, une espèce exogène qui va rester, elle va modifier le cours de l'histoire biogéographique d'une région pour l'avenir. Mais il ne faut pas non plus caricaturer leurs effets sur les écosystèmes. Pourquoi? Parce que quand on a une espèce qui, sur le terrain, remplace une autre, on a deux cas possibles, deux scénarios possibles. Soit l'espèce native a disparu et elle a été remplacée après coup par une espèce exogène qui était mieux adaptée aux nouvelles conditions du milieu, soit l'espèce exogène était mieux adaptée et a concurrencé ou impacté d'une manière ou d'une autre l'espèce native jusqu'à la pousser à sa disparition. Et sur le terrain, concrètement, c'est très difficile à déterminer. Et c'est souvent une combinaison de facteurs, c'est souvent un mélange des deux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui minimisent ou qui exagèrent le rôle de ces espèces exogènes. Alors un dernier point de critique générale, dans l'article de Sciences et Vie, les auteurs s'émerveillent à plusieurs reprises en fait que des écosystèmes qui sont plus ou moins perturbés sont encore capables de remplir des fonctions écologiques de base. Alors ça, c'est une vision extrêmement naïve de croire que parce qu'il y a une perturbation même très importante, un écosystème va s'effondrer. C'est pas comme ça que les écosystèmes fonctionnent. Par exemple, pour ceux qui ont des problèmes avec ces notions écologiques de base, comme par exemple peut-être les auteurs de l'article de Sciences et Vie, on peut faire une analogie avec les trafiquants de drogue. Alors vous savez que les autorités arrêtent régulièrement des pans entiers de trafiquants, mais malgré ça, le trafic de drogue ne s'effondre jamais, il continue. Alors pourquoi? Parce que d'un côté, on a de la drogue qui demande qu'à être écoulée, et de l'autre, des clients qui demandent qu'à acheter de la drogue. Alors il y a une niche à exploiter, et dès que vous faites tomber un réseau, un autre reprend la place et exploite cette niche. Autre analogie qu'on peut faire, vous avez un pays où il n'y a que des petits commerces. Et dans ce pays, vous arrivez et implantez des grandes surfaces qui achètent aux producteurs à prix cassé et revendent aux clients à prix cassé. Alors forcément, le pays ne sera pas à feu et à sang du jour au lendemain. Les clients pourront toujours se fournir, mais tous les petits commerces vont finir par fermer les uns après les autres jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun petit commerce d'origine et qu'il soit entièrement dominé par des grandes surfaces. Je vous laisse faire les rapprochements. Bien, alors dans la seconde partie, on va attaquer point par point tous les arguments un peu farfelus qui sont utilisés par les inénarrables auteurs de cet article pour soutenir leur point de vue qui est, je le rappelle, que les agressions anthropiques contre les écosystèmes les forcent à se réinventer et à se diversifier. Alors, premier point, le postulat de base, les 6 fléaux imposés par l'homme à la nature. Alors dans ces 6 fléaux, moi j'ai vu nulle part la trace du plus important facteur d'érosion de la biodiversité, qui, je le rappelle, est la destruction et la fragmentation des habitats. Par exemple, détruire une forêt primaire pour l'agriculture, construire des routes au milieu de nulle part, ou encore drainer des zones humides. Et ensuite, si je veux faire une critique encore plus fine, je peux dire que la surexploitation, ça n'inclut pas la destruction directe d'individus. Par exemple, les gens qui abandonnent une carcasse remplie de poison pour tuer des grands carnivores, par exemple, c'est de la destruction directe, mais ce n'est pas dans un but de surexploitation, ni d'exploitation tout court. Et réchauffement climatique, le réchauffement, c'est pas la seule manière d'affecter le climat et de le modifier. Par exemple, la baisse des précipitations, je pense que ça impacte beaucoup plus la biodiversité que le réchauffement. Couplé d'ailleurs avec des prélèvements en eau trop importants, par exemple le cas de la mare Tchad ou de la flaque d'Aral, on va dire, sont des bons exemples. Alors ensuite, pour porter les stockades sur le second petit point, je vais citer le texte. Le seul destin que nous semblons pouvoir imaginer pour cette nature est de rester en l'état ou de dépérir. Mais les écosystèmes se réservent d'autres alternatives, ils ne cessent de changer, de se transformer, de se réinventer. Donc là, on a l'idée vraiment qu'on a des imbéciles comme moi qui essaient de conserver les écosystèmes dans un état statique, alors que quand ils subissent des agressions humaines, ils sont capables d'acquérir du dynamisme et donc de surmonter ces agressions. Alors évidemment, je vais démentir tout de suite, on ne pense pas du tout qu'il faut conserver les écosystèmes dans un état statique. Les écosystèmes natifs, et je ne vais cesser de le marteler, sont capables d'un grand dynamisme, que ce soit dû à des facteurs d'origine biotique, comme des pullulations d'insectes, xylophages ou herbivores,
ou des facteurs d'origine abiotique, comme des incendies, des dynamiques fluviales, des couloirs d'avalanche ou même des éruptions volcaniques. Et à la suite de ça, on a des successions écologiques qui se mettent en place. On a même des espèces qui sont entièrement liées à ces successions écologiques. On peut citer beaucoup de plantes, par exemple Myricaria germanica, Typha minima, ou même des animaux qui sont associés aux mêmes dynamiques, par exemple Epidalea calamita, le crapaud calamite. Et tout l'enjeu d'une vraie stratégie de conservation qui prend en compte les écosystèmes, c'est de sauvegarder les écosystèmes avec leur dynamique native. Bref, alors pour le troisième point qui a particulièrement heurté ma sensibilité herpétologique, je vais encore une fois citer le texte. Alors, parfois, en s'installant dans de nouveaux endroits, une espèce considérée comme invasive aide à sa propre conservation, souligne Jacques Tassin. Donc Jacques Tassin, c'est un biologiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, c'est-à-dire la CIRAD, et ce n'est pas n'importe qui puisque c'est l'auteur d'un livre, La Grande Invasion, qui lutte contre les préjugés sur ces intrus. Donc si vous souffrez de préjugés iniques sur les espèces invasives, je ne peux que vous conseiller d'acheter ce livre qui va vous débarrasser de ces clichés obscurantistes d'un autre âge. Donc moi je ne l'achèterai pas personnellement, mais si vous souffrez de ces clichés, vous êtes obligé de l'acheter. Voilà. Ensuite, en plus, il sera sans doute rempli d'anecdotes très intéressantes, comme celle qui suit. Alors je cite: ainsi, l'iguane commun, qui est menacé dans son territoire d'origine en Guyane, est au contraire invasif aux Antilles, où il s'en sort très bien, alors qu'il y a été introduit. Donc ici, Jacques Tassin il nous livre un exemple assez concret, à contre-courant, d'une espèce qui est invasive et pourtant qui aide à la préservation de la biodiversité, puisque l'iguane commun, qui selon Jacques Tassin était menacé de disparition sur l'ensemble de son territoire de répartition, et notamment en Guyane, eh bien, son introduction aux Antilles a permis de sauver l'espèce d'une extinction certaine. Alors la réalité elle est un petit peu différente de celle qui est mise en avant par Jacques Tassin, puisque d'une part l'iguane commun c'est le reptile le plus abondant du bassin amazonien et de Mésoamérique tropicale, et d'autre part parce que dans le genre Iguana il y a deux espèces, et la seconde espèce c'est Iguana delicatissima, c'est-à-dire l'iguane des Antilles. Et cette iguane des Antilles, il est endémique je crois de 4 îles des Antilles, mais il faudra vérifier, je ne suis pas Jacques Tassin, vérifier les faits que je mets en avant. Et il est menacé de disparition, je crois qu'il est en danger de disparition selon l'IUCN, à moyen et à court terme, par d'une part la concurrence, mais surtout par l'hybridation avec l'iguane commun qui a été introduit aux Antilles et dont Jacques Tassin se félicite de l'introduction. Toujours en herpétologie, il y a le même phénomène qui se produit avec la salamandre géante du Japon et la salamandre géante de Chine, avec la salamandre géante de Chine Andreas davidianus qui a été introduit dans certaines parties du Japon et qui localement se reproduit avec Andreas japonicus, la salamandre géante locale, et qui a abouti à de la pollution génétique localisée. Donc pour Jacques Tassin, la prochaine fois qu'il veut mettre en avant, puisqu'il a l'art de souligner certains faits, eh bien avec le même matériel, une règle et un stylo, il peut surélever un peu sa règle du dessous de la ligne et en fait la mettre au milieu de la ligne et barrer les faits si c'est pour mettre en avant de tels faits dont il ne connaît pas les tenants et aboutissants. Et même chose, il peut s'abstenir d'écrire certains livres, surtout s'ils sont remplis de telles anecdotes. Voilà pour Monsieur Tassin. Alors pour la suite, je vais passer assez rapidement. Donc là, on a la représentation d'un paysage énergétique, qui est une bonne représentation schématique de l'évolution d'un écosystème. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois qu'on va atteindre un nouvel état d'équilibre, si cet équilibre est énergétiquement stable, alors il sera difficilement réversible. Et donc, si c'est un équilibre qui correspond à l'incorporation de nouvelles espèces invasives, eh bien, il ne sera pas possible de revenir à l'état antérieur, et donc cette nouvelle communauté sera très stable. C'est pour ça que je dis que les écosystèmes natifs, une fois qu'il y a incorporation d'espèces invasives, ils sont définitivement détruits. Les communautés ne seront plus les mêmes. Il ne sera plus possible de revenir en arrière. C'est un changement qui sera irréversible. Ensuite, on a un petit paragraphe très intéressant qui nous explique que les activités humaines telles que la chasse, la pêche, le pâturage et l'exploitation du roseau sont importantes pour la conservation des roselières. Bon, je pourrais discuter longuement du bien fondé de ces mesures
mais je pense que vous en avez compris tout le ridicule. Je vais simplement dire que c'est une maladie entre guillemets assez commune qu'on appelle la gestionnite. Et en fait, c'est des gens qui refusent de croire qu'une roselière, ça peut être auto-entretenu dans un écosystème fluvial dynamique, ou par exemple par des castors ou des animaux comme ça qui entretiennent les zones humides. Non, ils pensent que tout doit être géré par l'homme. Par exemple, de même, les arbres dans la forêt, il faut bien les planter, sinon ils poussent pas. Hein. Il faut les arroser aussi, je pense, et leur mettre de l'engrais. Il faut mettre des mangeoires pour nourrir les oiseaux. D'ailleurs, tous les animaux de la forêt, je pense qu'il faut leur donner à manger, des graines, des trucs comme ça, sinon les pauvres, ils vont mourir. Hein. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la gestionnite. Alors ensuite, on nous apprend que, grâce au réchauffement climatique, des écosystèmes aussi stériles que des toundras peuvent se transformer en écosystèmes verdoyants. Donc une nette amélioration de l'écosystème. Et donc ça, c'est un phénomène connu, hein, avec le réchauffement, les écosystèmes remontent vers le nord et en altitude dans les montagnes. Ça pose aucun problème de disparition d'espèces tant qu'il y a de la marge pour remonter encore, mais ça en pose pour les écosystèmes qui n'ont plus de marge. Par exemple, un écosystème relicte qui me vient à l'esprit, c'est les écosystèmes d'origine paléarctique en Afrique du Nord, qui sont limités au nord par la Méditerranée et qui donc n'ont plus de marge pour remonter, parce qu'il y a la mer, et qui donc se retrouvent piégés là. On peut citer comme exemple endémique de ces régions la citelle kabyle, le sapin de Numidie, la salamandre d'Algérie, la Litmorus, le Pélobate varaldi, plein d'espèces comme ça. Et de manière générale, les écosystèmes relictes seront les premières victimes du réchauffement climatique. Après, on constate qu'après un moratoire de 20 ans sur la pêche à la morue, leur population réaugmente, et que quand on arrête de polluer, quand on réduit la pollution dans un canal de la Deule, hotspot de biodiversité, on a apparition de poissons communs et d'espèces invasives comme la moule zébrée. Bon, inutile. Ensuite, on nous parle de la flore en ville, on nous parle notamment de colombes à collier, espèce d'oiseau qui n'existe pas, et on nous parle de la spéciation, on nous parle de la future apparition du goéland urbain. Donc on peut prévoir l'apparition d'espèces à l'avance maintenant. Voilà. Comme on peut prévoir l'avenue du Messie, quoi. Donc je vais pas m'attarder sur ces conneries, mais c'était juste pour vous montrer le niveau des gens qui avaient écrit cet article. Et là, il y a le gros morceau, c'est les forêts hawaïennes trouvent un nouvel essor grâce à l'incorporation d'espèces invasives. Donc ça, il fallait l'oser. Alors, dans l'article, il se félicite de l'intégration de 1090 plantes exogènes dans les écosystèmes d'Hawaï, dont certains sont dominés à plus de 90% par des espèces introduites qui, selon l'article, boostent la productivité, le nombre d'espèces et le stockage du carbone, et aussi les réseaux d'interaction. Hein. La preuve, c'est qu'en comparaison, on a seulement 71 cas d'extinction, donc ça c'est leur chiffre, moi je pense qu'on pourra arriver jusqu'à 100 si on compte les espèces qui sont portées disparues, et on a au moins 800 espèces de plantes qui sont menacées d'extinction. Mais qu'est-ce que c'est par rapport aux 1090 espèces de plantes gagnées? Donc juste une petite comparaison pour les auteurs de cet article. Dans toute l'Europe, si je fais la somme de toutes les espèces de plantes qui ont disparu dans toute l'Europe, je peux les compter sur mes doigts. Hawaï, c'est l'un des endroits de la planète qui a le plus fort taux d'extinction. La plupart de ces extinctions, elles sont dues à l'introduction d'espèces invasives. Vous vous émerveillez de l'intégration de plantes qui ont complètement détruit des communautés qui avaient évolué en parfaite isolation au milieu du Pacifique pendant des milliers d'années et même des millions d'années. Et ensuite, vous vous émerveillez parce qu'elles servent de proxy écologique pour des espèces natives qu'elles ont elles-mêmes souvent contribué à faire disparaître ou à raréfier jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus accomplir leur rôle dans leur écosystème natif. Je viens de terminer la vidéo, j'ai fait quelques diapositives pour l'illustrer, vous l'avez vu. En guise de conclusion, je vais dire qu'on a une classe politique qui ignore beaucoup de choses des grandes problématiques de la biodiversité, et qui, pour appuyer leur politique, ne vont pas se fonder sur des articles scientifiques, mais plutôt sur des articles de vulgarisation, comme Science et Vie. Et quand un homme politique ignore beaucoup de choses, comme par exemple François Hollande, qui quand il va dans un musée demande si l'élan est une espèce qui s'est éteinte il y a longtemps, va lire cet article, et qu'il aura de l'argent à mettre dans la préservation de la biodiversité dans un site, il va plutôt prendre cet argent et l'investir dans la création d'une décharge à cet endroit pour favoriser, comme c'est expliqué dans l'article, l'apparition de nouveaux écosystèmes. Là, on parle d'un sujet où la prise de décision ou l'absence de prise de décision peuvent avoir des conséquences graves et immédiates.
C'est pas comme quand on parle de neurobiologie végétale, où le pire qu'on puisse avoir, c'est la création d'un groupe de défense du droit des plantes ou quelque chose comme ça. Enfin, je vais terminer par une petite boutade à l'attention des auteurs de Science et Vie. Alors je m'adresse directement à la rédaction de Science et Vie. Plutôt que payer ces 5 personnes à écrire l'article qu'ils ont écrit avec toutes ces inexactitudes, etc., pendant 5 jours, qui va avoir pour seule conséquence que des gens comme moi vont peut-être pas se réabonner l'année prochaine parce que c'est de moins en moins sérieux, et ben virez ces 5 personnes, engagez des gens comme moi, engagez-moi pendant 3 jours, je vous écris le même article, d'ailleurs sur n'importe quelle problématique scientifique que vous voulez, et après vous irez expliquer à ces 5 auteurs que non, ils n'ont pas du tout perdu leur emploi, c'est simplement la rédaction de Science et Vie qui s'est enrichie, qui s'est améliorée, qui s'est réinventée sous la pression des lecteurs. Voilà.